harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres. Messe inaugurale ce matin du pape François en présence de plus de 200 000 fidèles, en présence aussi de plusieurs chefs d'État, place Saint-Pierre à Rome. Le nouveau souverain pontife en appelle au respect mutuel. C'est une réédition surprise. Hier, Bosco Ntaganda s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda. Le général rebelle congolais a demandé son transfert devant la Cour pénale internationale, une instance qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Actualité sportive de cette édition avec Mardi Sport. Le week-end a été marqué par les 16e de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Les favoris de cette compétition continentale ont assuré. Nous serons avec Aminata Mariko dans Mardi Sport pour plus de détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Une foule immense s'était rassemblée ce matin place Saint-Pierre à Rome pour assister à la messe inaugurale du pape François, 6 jours après son élection à la tête de l'Église catholique. Plusieurs chefs d'État étaient présents, le nouveau souverain pontife proche des pauvres. La voiturette du pape est ouverte. L'homme n'est plus enfermé derrière une glace de protection comme ses prédécesseurs. Un symbole de plus pour le nouvel évêque de Rome, qui se veut proche des croyants. L'homme veut faire montre de compassion à l'égard des plus faibles et embrasse sur son passage un handicapé et des enfants. Un homme comme les autres, supporter de foot, devenu supporté par son club du San Lorenzo de Almagro, qui lui a fabriqué une banderole pour l'occasion. Le pape François n'aime pas le protocole, mais cette fois-ci difficile d'y couper. Après s'être recueilli devant le tombeau de Saint-Pierre, premier évêque de Rome, il est ressorti sur le parvis pour cette première messe où l'attendaient tous les dignitaires des autres religions et les responsables politiques du monde entier. C'est à eux que s'est adressé le pape François en appelant d'abord à leur conscience écologique. La vocation d'être un gardien ne nous concerne pas seulement nous, les chrétiens. C'est une dimension simplement humaine. C'est le fait d'avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l'environnement dans lequel nous vivons. Ils étaient des centaines de milliers place Saint-Pierre, parmi eux de nombreux Argentins venus saluer leur pape, drapeau en main. Après la célébration, François a dû endosser le rôle de chef de l'État du Vatican, saluant tous les dirigeants présents, dont la présidente argentine qui lui avait demandé la veille d'arbitrer la dispute qui l'oppose à la Grande-Bretagne autour des îles Malouines, et le président zimbabwéen Robert Mugabe, pourtant théoriquement interdit de séjour sur le territoire européen depuis plus de 10 ans. Je l'annonçais en titre, c'est une réédition surprise. Hier, Bosco Ntaganda s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Le général rebelle congolais a demandé son transfert devant la Cour pénale internationale, une instance qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Alors, pourquoi cette réédition maintenant après des années de fuite? Élément de réponse dans ce reportage. En fuite et désavoué au sein de sa propre faction, Bosco Ntaganda n'a peut-être plus d'autre solution que faire face à ses juges. Son transfert vers la Cour pénale internationale de La Haye pourrait en effet être une question d'heure, ce que Rwanda et États-Unis étudient actuellement. Je peux confirmer que ce matin, Bosco Ntaganda, l'un des chefs d'une faction du M23 recherché par la CPI, s'est rendu à l'ambassade américaine de Kigali. Il a spécifiquement demandé d'être transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Nous consultons un certain nombre de gouvernements actuellement, y compris le gouvernement rwandais, pour faciliter sa demande.
Né en 1973 au Rwanda, Taganda a passé sa vie les armes à la main entre RDC et Rwanda. Depuis 2006, il est recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans l'est de la RDC. À l'origine d'une scission au sein du M23 où il est contesté, il semble aussi avoir été lâché par le Rwanda, soutien du M23 avec l'Ouganda. Dans une semaine, sous l'égide de Kinshasa et Kigali, la faction restante du M23 participera au nouveau pourparlers de paix avec la RDC. Taganda devrait déjà être aux Pays-Bas. Dans le reste de l'actualité, l'Irak, une série d'attentats a frappé Bagdad et plusieurs villes avoisinantes. Au moins 50 morts et plus de 200 blessés. Des attaques qui surviennent à la veille du 10e anniversaire de l'invasion américaine. Les explosions se succèdent et font trembler les immeubles de la capitale irakienne. À chaque attentat, c'est un nouveau quartier chiite qui est visé, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Les gens innocents étaient en train de prendre le petit déjeuner ce matin, quand la voiture a explosé. Regardez les dégâts. Les maisons sont détruites. Dieu peut-il accepter ça? Sur la dizaine d'attentats, la plupart ont été perpétrés au moyen de voitures piégées. L'attaque la plus meurtrière a éclaté dans la zone verte, qui regroupe les bureaux du gouvernement et de nombreuses ambassades occidentales. Plus au nord, dans Sadr City, c'est une bombe attachée à un minibus qui a été fatale. Tout d'un coup, il y a eu une explosion. Un des passagers qui était assis près de moi a été sérieusement blessé par un éclat. Mon assistant aussi a été blessé. Il a été emmené à l'hôpital. La vague d'attentats est survenue la veille de la date anniversaire de l'intervention américaine en 2003. La preuve que le pays doit toujours faire face à une insurrection organisée et des tensions communautaires grandissantes. Personne n'a encore revendiqué ces attaques, mais beaucoup estiment qu'elles portent la marque d'Al-Qaïda. Ces derniers mois, plusieurs attentats visant des chiites ont été organisés par des insurgés sunnites liés au groupe islamiste. Leur objectif, déstabiliser le gouvernement du Premier ministre Nouri. La semaine dernière, plus de 80 personnes sont mortes dans des attaques du même type. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Le vice-président Zone Afrique de la Banque mondiale a effectué une visite officielle hier lundi à Bamako. La fin de cette visite a été marquée par une conférence de presse tenue au ministère de l'économie et des finances. Une conférence au cours de laquelle il a annoncé les perspectives d'apport de la Banque mondiale à l'État malien après la guerre. Un reportage de Nadia Apeadi et Daouda Doumbia. L'économie malienne fragilisée par la crise politico-militaire auquel vient s'ajouter une guerre non prévue a favorisé le faible rendement des activités dans certains domaines, notamment l'agriculture. Sortir de ce cercle vicieux par l'intégration régionale en utilisant les ressources disponibles pour développer les secteurs inexistants. Voilà l'arme que propose aujourd'hui la Banque mondiale pour sauver le Mali de ce chaos économique. Nous sommes engagés dans un dialogue très fructueux. Nous souhaiterions également pouvoir pousser certaines initiatives régionales que nous avons, deux thèmes régionaux que nous avons importants, qui est celui de l'énergie et celui de l'agriculture, et voir s'il y aurait la possibilité d'avoir des initiatives régionales qui vont au-delà du Mali, qui puissent permettre de faire un peu plus dans le domaine de l'intégration régionale et de projets structurants qui touchent l'ensemble des pays du Sahel. Pour l'heure, un fonds budgétaire de 180 millions de dollars, soit 90 milliards de francs CFA, sera mis à la disposition de l'État malien dans les jours à venir. 60 millions de dollars de ce fonds sera consacré aux besoins immédiats après la guerre. Enfin, une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne, certes, mais pour Mactar Diop, cette bouffée ne lui sera utile que si la population malienne fait de la bonne gouvernance économique interne son credo. Toujours au Mali, une délégation du réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement vient de séjourner au Mali. Conduite par son secrétaire exécutif, cette mission avait pour objectif de venir remettre aux autorités maliennes et ses partenaires une motion spéciale de soutien de la jeunesse africaine face à la crise actuelle. Un reportage de Mahmoud Kaba Diakité et Cheikh Tidiane Koulibaly.
Issue de 5 pays de la sous-région ouest africaine, cette délégation du réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD est venue témoigner la solidarité et le soutien du réseau au Mali qui traverse une grave crise. Ils ont apporté la motion spéciale de soutien adoptée lors du 3e sommet panafricain des jeunes leaders tenu à Ouagadougou en décembre dernier. Et nos pères jeunes leaders panafricains nous ont mandaté de venir remettre la motion spéciale qui a été rédigée en direction du Mali pour marquer leur solidarité, leur soutien, mais aussi leur association avec les jeunes et le peuple du Mali et les autorités maliennes pour un retour à la paix, pour l'intégrité territoriale du Mali. Durant leur séjour, la délégation a rencontré plusieurs personnalités ainsi que des organisations et associations de jeunesse pour transmettre le message de paix et de réconciliation des jeunes Africains à l'endroit du peuple malien. Nous avons tenu, n'est-ce pas, à avoir un dialogue avec certains jeunes leaders, certaines organisations de jeunesse sur tout ce qui a trait au conflit malien. Et c'est vrai, souvent ça lève des passions. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons la même façon de comprendre et de travailler dans la construction de la paix. C'est vrai, c'est une mission de plaidoyer, une mission de la jeunesse africaine. Moi, en tant que président du réseau panafricain, je suis très heureux et très fier que mes camarades ont pensé venir soutenir mon pays à un moment difficile. Et pour la réconciliation post-crise, les jeunes Africains ont promis d'être à l'œuvre aux côtés de leurs pairs maliens. Nous déroulons ce journal en allant au Sénégal, à Dakar, à l'occasion de la journée mondiale de la consommation le 15 mars. Le groupe Choisir Sénégal a organisé un panel de discussion sur le thème « Choisir pour mieux consommer ». Choisir Sénégal a pour objectif faire comprendre aux consommateurs leurs droits et devoirs, mais aussi faire la situation de la consommation sénégalaise. Un reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Louise-Tina Sagnan et Antoumar. Célébrée au Sénégal depuis une vingtaine d'années, la journée mondiale de la consommation le 15 mars est l'occasion pour les associations de consomérites, en particulier Choisir Sénégal, de créer une plateforme de dialogue entre les consommateurs et les producteurs de biens et de services. Nous voulons juste mettre à la disposition des associations des consommateurs, des producteurs de biens et de services et des consommateurs une plateforme d'échange et de dialogue. Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas une communication, la communication qu'il faut entre ces différentes franges de la population. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, la journée mondiale de la consommation, c'est une occasion pour non seulement organiser ce panel, pour faire la situation sur l'opportunité de la création d'une autre autorité au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas porter plainte contre un fabricant ou un vendeur d'un produit qui ne respecte pas les normes. Choisir Sénégal a aujourd'hui pour ambition de sensibiliser les consommateurs sur leur droit de choisir pour mieux consommer, à travers des débats mensuels et des publications périodiques distribuées gratuitement. Nous voulons vraiment descendre sur le terrain, aller vers les consommateurs, leur informer de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs, parce qu'ils ont des devoirs aussi, par rapport à l'environnement, par rapport à beaucoup de choses. S'ils sont informés de la qualité et de ce qu'ils devraient manger, donc on aurait moins d'accidents par rapport à certaines maladies. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est on a un journal qui va paraître mensuellement et qui est distribué gratuitement. Il y a également un débat mensuel que nous allons organiser. Chaque mois, il y aura un débat sur la consommation, mais nous allons également créer une radio destinée uniquement aux consommateurs au Sénégal. Choisir Sénégal est décidé à être le soutien incontournable des consommateurs pour aider à mieux faire valoir leurs droits. Sénégal, toujours sur un tout autre registre. Le ministère sénégalais de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation en collaboration avec ses partenaires organise un atelier de formation de ses agents à la gestion des risques d'inondation. Un reportage de nos correspondants au Sénégal, Mamadou Dieye, Mbendambay et Antoumar. L'inondation avec son lot de désolation peut être certes un fait naturel, mais des ressources humaines bien outillées peuvent éliminer les risques, sinon considérablement les réduire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cet atelier de formation co-organisé par le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, le Centre de recherche statistique, économique, sociale et de formation pour les pays islamiques et la Banque islamique de développement. Notre pays est engagé avec détermination
dans une dynamique de résolution structurelle des problèmes liés aux inondations. Pour ce faire, le Sénégal entend se doter de tous les atouts nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt cette initiative d'organiser à Dakar l'atelier de renforcement des capacités des institutions nationales chargées de la gestion et de la réduction des catastrophes naturelles dans les pays membres de l'OCI. Nous devons tous de travailler ensemble pour préparer nos populations à faire face aux défis de ces inondations et prendre les mesures nécessaires pour sauver les vies humaines et préserver nos biens. Cet atelier de formation de 2 jours vise à renforcer les capacités des institutions chargées des questions de catastrophes naturelles dans les pays membres de l'organisation de la conférence islamique. Recevons maintenant Aminata Mariko dans Mardi Sport. Aminata, bonsoir. Bonsoir Djibrila et bonsoir aux téléspectateurs d'Africable Télévision. Ok, la 18e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qui se déroule en Algérie est à sa 2e journée de compétition, Ami. Effectivement, au compte du groupe A, les Black Stars Juniors du Ghana sont venus difficilement à bout des écureuils du Bénin. 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par le milieu de terrain de l'Assanti Kotoko du Ghana à la 56e minute au stade d'Aïn Temouche d'Algérie. Un score qui n'arrange pas les Fennecs d'Algérie qui devront faire une performance face à l'Égypte ce soir même. Le Ghana jouera son dernier match de poule vendredi prochain face à l'Algérie à 17h30 temps universel. Ok, Ami, le week-end a également été marqué par les 16e de finale aller de la Ligue des champions de la CAF, la Confédération africaine de football. Les favoris de cette compétition continentale ont assuré. À commencer par la surprenante équipe du CW Sport de la Côte d'Ivoire qui a fait chuter l'expérimentée formation d'Al Hilal du Soudan. L'équipe de San Pedro s'est imposée par 4-1. Nous sommes en football bien sûr. Suivons ce résumé. Un ténor de la Ligue des champions d'Afrique, Al Hilal du Soudan, se dresse devant le CW Sport de San Pedro pour les 16e de finale aller. Appliqué, le champion de Côte d'Ivoire ne semble point intimidé par le prestige de son adversaire. Les joueurs du CW continuent cependant de presser. Rostan Kokan frappe, Roger Claver Assalé coupe et cette fois, il conclut idéalement. Le représentant ivoirien poursuit sur sa lancée. Mandela Okansé envoie un ballon astucieux. Ahmad Gama se propulse et écarte en corner. 1-0 pour le CW à la pause. Début de deuxième période. Sur une attaque, le ballon semble perdu, mais Mandela Okansé le récupère et le fait passer par le trou d'une souris. Ahmad Gamal est largué, deuxième but ivoirien. Les poulains de Firmin Kofi sont généreux dans l'effort. Al Hilal est débordé. Faute en pleine surface sur Rostan Kokan. Penalty sanctionne Jehad Grisha. Kevin Zougola se positionne. Il expédie le ballon au ciel. Le CW ne gamberge pas longtemps. La défense de Al Hilal se troue et en renard des surfaces, Kevin Zougoula crucifie Ahmad Gama, se rachetant ainsi de son pénalty manqué. Dans cette avalanche, Mahamad Traoré réduit la marque. Mais San Pedro a encore de la ressource. Roger Claver Assalé serre Mandela Okansé. Il mystifie son adversaire direct avant d'étaler Ahmad Gama pour le 4-1. Belle victoire face à Al Hilal. Le CW Sport de San Pedro aura certainement son mot à dire lors de la manche retour au Soudan. Ami, si le représentant ivoirien a maîtrisé son sujet, les Burkinabés, quant à eux, se sont imposés sur le fil. Nous sommes toujours en Ligue des champions d'Ibrila au stade du 4 août de Ouagadougou. Les champions burkinabés, l'Asfa Yenega, a peiné avant de venir à bout de l'entente sétif d'Algérie 2-1. Les Burkinabés empochent quand même les 3 points de la partie. Suivons ce résumé. L'Asfa Yenenga, avec seulement une seule journée de championnat dans les jambes, est face à l'entente sportive de Sétif, actuel leader du championnat algérien, après 24 journées. Avantage pour les visiteurs qui n'ont pas mis du temps pour se mettre en exergue. Deuxième minute, contre-attaque éclair algérienne.
Rachid Nagui sert parfaitement Mohamed Aoudia qui du plat du pied trompe Baba Zongo. Stupeur au stade du 4 août. Mi-temps, 1-0 en faveur de l'entente sportive de Sétif. Une première partie qui laisse un goût d'inachevé au petit public du stade du 4 août. Au retour des vestiaires, sans doute mécontent du rendement de son équipe, Cheikh Ouma Kone effectue 2 changements coup sur coup. Oumarou Nebié et Daniel Yovo remplacent respectivement Cyril Bayala et Simplici Amiogo, pas trop mordant en première période. Nebié se charge de l'animation du jeu et l'Asfa retrouve de la percussion en attaque. D'abord sur cette combinaison, Adama Zerbo met Ousmane Aboubakar sur orbite, mais son geste est contré par Kedaïra. À la 71e minute, la pression des Rouges finit par payer. L'Asfa Yenenga qui cherche à enlever ce but, ballon levé. Oh là là! Quel but de Bassirou Ouedraogo! Alassane Sango, sur une belle inspiration de Adama Zerbo, dépose la balle sur la tête de Bassirou Ouedraogo, qui égalise. Galvanisé par ce but, Oumarou Nebié organise la révolte asphasienne et à la 81e minute, c'est la délivrance. Adama Zerbo, belle introduction de Zerbo pour Sango Alassane, et c'est le deuxième but de l'Asfa Yenenga. L'entente sportive semble mousser, ce qui donne plus d'opportunités à l'Asfa Yenenga qui assiège le camp adverse. Malgré les nombreuses tentatives, plus rien ne sera marqué et l'arbitre guinéen met fin aux hostilités sur la petite victoire de l'Asfa Yenenga, 2-1. Voilà, petite victoire d'Ibrila. Il faut noter donc que le retour sera périlleux car on se rappelle, le club de Ouagadougou avait déjà été éliminé au même stade de la compétition il y a 2 ans par l'équipe algérienne. Et les matchs retour auront lieu les 5, 6 et 7 avril 2013. Seuls les qualifiés participeront au 8e de finale d'Ibrila Maïga. Justement, Ami, quels sont les rendez-vous sportifs? C'est tout de suite à 22h15 avec Yacouba Dansougo dans Shoot et demain mercredi quand il sera 20h30 temps universel, les fans du basketball retrouveront leur fidèle serviteur dans Rebond, l'équipe des chocs. Ami, merci d'être sur ce plateau et surtout d'apporter toutes ces précisions. Merci. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.